Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Groupe CRIT? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie, c'est une demande spéciale de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, ces deux liens sont dans la description de la vidéo. Donc, ici, la première chose que je veux regarder ici, hormis le fait de savoir à peu près quel est le type d'entreprise qu'on a présentement pour avoir une idée générale à peu près de quelle entreprise, enfin, où est-ce qu'on met les pieds, comment est-ce que les chiffres pourraient se comporter ici en termes d'évaluation, bien sûr. Donc, on voit ici qu'on a à peu près une entreprise, voilà, c'est un peu comme, on va dire ici, comme une boîte d'intérim, un truc comme ça, dans l'entreprise ici de travail temporaire, mais développe également une activité d'assistance aéroportuaire, etc. Donc, c'est peut-être une entreprise un peu plus complexe que ce qui est présentement ici, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Quel est le segment assistance aéroportuaire? Donc, est-ce que ici, elle ne fait pas que c'est pas juste une boîte d'intérim, s'il y a peut-être autre chose derrière? Par exemple, quand on regarde ici nos métiers, donc les ressources humaines, ok, ça présente combien le chiffre d'affaires? L'assistance aéroportuaire, ok, ça représente combien le chiffre d'affaires? Et l'ingénierie et la maintenance. Donc, c'est, je dirais que c'est un groupe, c'est assez complexe, hein, parce que toutes ces entreprises, tous ces éléments, s'ils ne se comportent pas de la même façon, ça veut dire ici qu'on aura tendance à peut-être avoir des PER moins élevés, d'accord? Donc, c'est ce que je me dis quand je vois déjà ce genre de choses-ci. OK? Donc, je reviens ici aux chiffres. Parce que moi, je me limite aux chiffres. Mon rôle n'est pas d'aller lire les rapports financiers, c'est de voir à peu près ce que les chiffres racontent. Enfin, c'est de présenter les chiffres ici, afin qu'on puisse au moins voir quel type d'entreprise on a devant. Est-ce que c'est intéressant d'approfondir ou pas du tout? OK, donc on peut déjà le voir ici. En termes de croissance des revenus, on pense que la pandémie étant passée par là, on voit que la croissance des revenus ici a été affectée. Maintenant, les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien sur les mois à venir? Donc, comme je l'ai dit, vu la taille de la compagnie ici, il faut souvent aller regarder combien d'analystes on a sur le dossier. On a à peu près 3 analystes sur le dossier, c'est pas assez solide parce que la plupart du temps, vous allez aller voir énormément d'analyses sur le dossier. Ça peut être un avantage comme un inconvénient ici. L'avantage, c'est que vous pouvez peut-être trouver une entreprise ici qui est sous-évaluée parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent la compagnie. Le désavantage ici, c'est que les données, par exemple, ici, sur les données prévisionnelles ici sont moins accessibles, donc vous devez absolument le faire de vous-même, ok? Donc, c'est pas que c'est impossible, mais voilà, ça vous demande des heures et des heures, et le but ici est de gagner du temps. Donc, maintenant, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais aller regarder ici le revenu estimé pour 2022. Attention, parce que je vois ici qu'on s'arrête au mois de septembre, au mois de juin 2022. Maintenant, c'est là déjà publié ses résultats financiers ici. Voilà, ça va être ajusté en conséquence avec un tout petit peu de retard sur Coifin. Donc, ici, pour ceux qui me posent toujours la question, le logiciel s'appelle Coifin. J'ai toujours la même question à chaque fois. Donc, 2 milliards 450, donc 2 milliards ici. On va juste vérifier si les revenus attendus. On est à peu près à 2 milliards, je vais mettre ici 2 milliards 450. Donc 2 milliards 450, c'est ce que je vais rentrer à ce niveau-ci. 2,45. OK. Donc on dézoome un tout petit peu, on revient en arrière, on ferme ça. Maintenant, le gross margin ici, est-ce que la marge brute ici est stable ou croissante? Donc on voit ici que bon, voilà, ça va, ok? Mais vous voyez également que les marges ne sont pas très élevées, donc c'est un business ici qui doit être très, très efficient. Il n'y a pas de droit à l'erreur ici. Maintenant, quand je compare ici les net income et les free cash flow, pour voir si on parle le même langage, même si je sais que sur les compagnies européennes, je vais avoir tendance à sélectionner à prendre une entreprise ici, enfin, à prendre les net income ici comme marge de leur compagnie, donc les résultats nets, tout simplement parce qu'avec le changement ici par rapport par rapport ici à la législation IFRS 16, on peut avoir un impact ici à partir de 2010, les résultats de 2019 dus au loyer. Donc, parce que les free cash flow ici ne prennent pas en considération la charge liée au loyer. Or, ça doit être pris en considération. D'accord? Donc, il faut toujours aller vérifier les rapports financiers ici. OK? Donc, à ce niveau-ci, si je me fie au net income, d'accord, je vois ici que ce n'est pas une entreprise, enfin ça c'est en termes de volume ici, donc si on se fie ici au net income, margin, nous voyons aussi que ce n'est pas une entreprise qui a des marges assez élevées. Ce n'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les marges. Je ne pense pas également que je ne pense pas également qu'il va y avoir des marges très élevées pour avoir des avantages concurrentiels. Faites attention, par exemple, dans la grande distribution, il y a des entreprises qui ont des avantages concurrentiels. Pourtant, les marges dans la grande distribution ne sont pas élevées. Il faut surtout avoir une stabilité des marges. Ok, par exemple, si vous allez regarder des compagnies comme McKesson, Cardinal Hill ou bien Amélie Sousbergen, les marges ne sont pas élevées. Pourtant, elles ont presque un monopole dans leurs industries ici. Et l'avantage concurrentiel est tout simplement énorme parce que c'est difficile ici de venir les concurrencer parce que les marges sont déjà très peu élevées. Donc, ça peut être un avantage d'avoir des marges très peu élevées. Bref, maintenant, quand on prend la médiane ici des net income, on voit que sur les dernières années ici, sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 2%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près
3,3%, d'accord? La pandémie étant passée par là, on voit qu'on essaie de rattraper à peu près ce qu'on a eu ici. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Point d'interrogation, d'accord? Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 2,6% ici, 2,6, 3,3. Qu'est-ce que je dois prendre en conséquence ici? Personnellement, je coupe la poire en deux, je prends 2,5%. Si on a plus de marge que ça, tant mieux. De toutes les façons, on a déjà plus de marge que ça en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ça ne me dérange pas non plus. Mais ce qui est sûr, je ne prendrai pas du 1% et je ne prendrai pas du 5%. OK? Ça reste une estimation. Donc, 2,5% ici, c'est ce que je mets au niveau des free cash flow. D'accord? Maintenant, nombre d'actions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions année après année? Donc, où on a ici, voilà, 11 millions, 11,10 millions d'actions. D'accord? Donc, on met ça ici. Donc, on voit que le nombre d'actions est à peu près stable. Le PER moyen de cette compagnie ici, maintenant, le marché paye combien pour ce genre d'entreprise? Et comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que ce soit assez complexe à analyser. Donc, vu les différents cœurs de métier ici, je ne pense pas. Ce sont, par exemple, au niveau de l'ingénierie, les PER sont très peu élevés. L'assistance aéroportière, peut-être qu'on a des PER élevés. Au niveau ici de la boîte, la partie intérim ici, de ressources humaines, ça dépend. Actuellement, la plupart de ces entreprises-là sont sous-évaluées, mais elles peuvent se négocier ici à 15 fois les bénéfices par là. Mais quand on regarde sur les 20 dernières années, nous avons une entreprise qui se négocie à 12 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a 10,7 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 10 fois les bénéfices. Et quand on dézoome un tout petit peu ici, voilà, au mieux, on sera à 13 fois les bénéfices. OK, je prends 13 fois les bénéfices de toutes les façons. PER moyen. Donc, je pourrais prendre 10, 13 et 15 ici. Donc, comme différentes hypothèses. D'accord? Donc, au niveau de la dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est une entreprise qui a énormément de dettes ou bien on va voir ça ici? Voilà. Donc, la dette nette ici. Dette. OK. On va vérifier. Donc, dette nette, on arrive à peu près à combien? À peu près, on a du cash net 275,21. D'accord? Donc, le cash net, il faut absolument le vérifier ici. Et qu'il faut vérifier, vu qu'on est en. Ça s'arrête ici au mois de juin, il faut vérifier si ce n'est pas impacté par le besoin en fin de roulement ou ce genre de choses-là. D'accord? Donc, on peut essayer de voir ici en yearly pour voir si on a une certaine évolution. Donc, oui, en janvier 2022, ici, on avait déjà à peu près du cash net. OK. Donc, on a à peu près 275 millions ici en termes de cash net, ce qui est déjà assez intéressant. 275 millions, c'est presque la moitié ici de la capitalisation boursière. Moi, j'aime bien ce genre d'entreprise correctement. Donc, on peut dire ici que c'est une entreprise qui est correctement gérée. Elle n'a pas le choix que de le faire d'ailleurs dans cette industrie-là. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de nos compagnies. Revenus, free cash flow moyen, nombre d'actions, PER, dette nette et la qualité de dividende, on va y revenir. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium ici où on analyse quantitativement les différentes entreprises. Comme ce que je suis en train de faire ici, c'est une demande spéciale parce que je ne connais pas cette compagnie ici. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, peut-être que je n'en ai jamais parlé de cette compagnie ici, mais ça nous permet toujours de découvrir de nouvelles entreprises. OK? Donc, également, je présente 2 entreprises par mois ici qui sont, à mon avis, sous-évaluées avec des notes d'analyse. C'est-à-dire qu'on s'appuie plus sur des éléments ici qualitatifs. D'accord? Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute le conference call et je donne mon avis par rapport à telle ou telle entreprise, d'accord, avec une vidéo à l'appui d'analyse quantitative et on continue à faire le suivi. Ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement. Non, 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 ça peut vous aider également ici dans vos différentes recherches parce que je vous encourage toujours à faire vos propres recherches. Par exemple, les 2 entreprises qu'on a présentées ce mois-ci, enfin, les 2 entreprises du mois de janvier ici, on les a présentées, mais également on sait que ces entreprises-là vont avoir tendance à souffrir au courant de cette année-ci, mais l'opportunité de croissance est assez élevée vu la taille de l'industrie, vu la domination de ces entreprises dans ces industries-là. D'accord? Donc, sur la top newsletter ici, je partage ici mon avis concernant les analyses sectorielles, d'accord? Donc, je peux avoir un avis sur le secteur, par exemple, ici, du médicament, ou bien je dirais, des biotechnologies, ou bien également ici du secteur de la défense, etc. Parce que ce que vous oubliez souvent, c'est que la plupart des entreprises ici sont regroupées en associations, d'accord? Les associations, justement, présentent justement des analyses sectorielles. Et c'est parfois également ces analyses sectorielles-là, vous pouvez vous les acheter, par exemple, auprès des entreprises comme Euromonitor, ce genre de choses-là. Donc, ça vous donne généralement une idée générale de comment est-ce que va se comporter une industrie. Par exemple, on sait que le segment automobile ici, les prix ont été favorables pour la plupart des industries. 2023 sera peut-être une bonne année et on sait également que voilà, la voiture électrique c'est bien, mais attention, l'infrastructure également derrière, d'accord, ça va demander énormément d'investissement. OK? Donc, faites attention, c'est toujours intéressant de regarder à peu près l'industrie ici. Et la plupart des entreprises, même dans leur rapport financier, vous parlent de l'évolution à peu près de l'industrie. OK? Sauf que comme personne ne veut généralement lire, ce genre de choses-là reste, voilà, enfoui dans les rapports financiers. Donc, ici, vous savez que la chaîne,
on présente les entreprises, mais également on encourage à la lecture des rapports financiers parce qu'une entreprise, avant tout, c'est un business. Ce n'est pas une courbe qui monte, qui descend. Non, c'est avant tout une business, c'est avant tout un business, avant tout une entreprise, c'est avant tout un management qualitatif. D'accord? Donc, on revient ici sur l'évaluation. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation ici? Alors, en termes d'évaluation, on aura ceci. Alors, vous vous rappelez qu'on a pris le revenu ici attendu 2,450 milliards. OK? D'accord? Donc, on n'est même pas encore au niveau les plus haut, à peu près ce qu'on a eu en 2019 ici. Donc, on reste encore, il y a encore une marge d'évolution. Le free cash, la marge de net income ici, c'est 2,5%. Et comme je l'ai mentionné ici, les marges sont peut-être bien plus élevées que ça. OK? Donc, multiplié ici par combien? 13 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette, on n'a pas de dette nette, on a du cash net, donc plus de 275 millions ici d'euros, d'accord? Donc, divisé par le nombre d'actions, 11 millions 100 000, d'accord? C'est 11 millions 100 000, divisé, donc ça donne ici à peu près aux alentours de 96,50 €. 96,50 €. Comme je l'ai dit ici, on pourrait prendre trois hypothèses ici. Une hypothèse à 10 fois les bénéfices, 13 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices. Maintenant, ça, ce sont des chiffres. Dans les rapports financiers, on pose la question à savoir, est-ce que les marges vont rester stables? Quelle est la stratégie du management? D'accord? Qu'est-ce que le management va faire avec ce cash-là? Quelle est la stratégie d'allocation du capital? Parce que ici, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, d'accord, vous aurez un rendement de combien par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la capitalisation boursière actuelle ici, on aura un rendement aux alentours de 8%, ce qui est assez intéressant. Mais maintenant, voilà. Est-ce que le chiffre d'affaires, les marges vont être stables? D'accord? Dans nos différents segments ici, qu'est-ce qui drive la croissance, etc. OK? Moi, je peux déjà voir ici que nous avons une entreprise assez intéressante, assez bien gérée, dans un business qui n'est pas très difficile, qui peut être assez compliqué, mais on a trois cœurs de métier différents qui ne se... Voilà, ces cœurs de métier, voilà, ça ne communique pas. Il n'y a pas de similitude entre les trois. OK? Enfin, dans une certaine mesure, il n'y a pas de similitude. OK? So, au prix actuel, comme je l'ai dit, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets, si on vous garantit que les bénéfices nets ici seront au moins de 61 millions sur les années à venir, vous aurez au moins 8% de rendement. OK, donc on peut racheter des actions, on peut faire des acquisitions, on peut payer un dividende. Donc actuellement, le dividende ici de 1,45% est safe. OK, il est safe. D'accord? Donc maintenant, en dividende en lui-même, est-ce qu'il a l'habitude d'augmenter, etc. Je pense que vous êtes des experts ici pour voir à peu près l'augmentation, la stabilité du dividende. Voilà. Donc moi ici, ça ne me dérange pas de voir un management qui donne, je pense que ça c'est un dividende spécial ici, donc qui se réserve jamais le droit d'attribuer, de donner ici, de vous donner également ici un dividende spécial que de racheter des actions ou des choses comme ça. Maintenant, si vous me posez la question à savoir, est-ce que le management veut augmenter son dividende, est-ce que c'est bien ou pas, ça dépend des conditions. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis ici, je me réserve toujours le droit de me tromper. Et les liens vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium sont dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Portez-vous bien. Merci.